Georges, on avait parlé un peu de jeux d'échecs, on avait parlé d'autres jeux, puis après on s'est dit pourquoi ne pas parler plus amplement de ce genre de jeu. Alors, c'est à peine des jeux, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des jeux cérébraux. Alors des fois on utilise comme expression française sport cérébral, mais enfin bon, ça a l'air d'être quand même pour des cerveaux presque au niveau du cervelet. Donc c'est quand même des jeux très très simples. Et puis on a des jeux qui sont plus complexes, qui sont peut-être moins connus, mais qui ont traversé les âges. Alors je vais vous présenter différents jeux de différentes régions du monde, premièrement, et de différentes cultures et aussi de différents niveaux, hein. Donc il y aura de tout, mais quand même là le niveau le plus simple c'est quand même assez haut. Voilà, donc en fait ça veut dire que ça présuppose une activité cérébrale réelle et pas, on ne fait pas semblant parce que ça se voit tout de suite quand on ne peut pas le faire. Alors je vais commencer hommage à la Grèce avec ce qu'on appelle le stomachion. Alors le stomachion, c'est un jeu, je vous le montre hein, quand même, peut-être avant de parler. Alors c'est un jeu du point de vue de la légende inventé par Archimède. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est pas très important que ce soit vraiment Archimède ou un autre, mais en tout cas ce qui est important c'est que vous avez un carré, hein, vous pouvez le voir. Il est composé de figures extrêmement simples, puisqu'il s'agit de triangles, hein, pour la plupart. Donc l'ensemble de ces figures-là sont des triangles. On a des quadrilatères et on a même un pentagone, enfin ils ne sont pas réguliers. Et la différence en fait par rapport à un jeu classique, c'est un problème d'énumération. Alors il faut savoir que ce problème d'énumération a été résolu par ordinateur hein, en 2006. Parce que le problème c'est de savoir combien de dispositions différentes on peut mettre, du point de vue combinatoire, pour faire un carré. Bon, alors là, évidemment, du point de vue ludique, c'est pas très important, parce que ça représente plus de 17 000 solutions, mais quand je le défrais, il faudra le remettre. Donc vous avez quand même la puissance des mathématiques qui vont vous dire qu'il y a quand même 17 000 solutions, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et en réalité, donc c'est basé sur l'idée, vous voyez, donc il y a une grande coupure centrale, je ne sais pas si vous la voyez vraiment bien, et vous avez une grande diagonale, et puis vous avez énormément d'objets qui ressemblent à d'autres. Hein. Donc je vous le fais passer, je vous conseille de ne pas les enlever au début, puis après on les enlèvera, puis on les mettra là, et vous essayerez autant que vous voulez. Mais c'est bien d'avoir une image. Alors, si certains d'entre vous ont une image, enfin une mémoire photographique, ça peut les aider, mais il y a pas mal de solutions, donc on peut en trouver d'autres. Et sinon, ce que je fais en général avec mes étudiants, je leur dis de me trouver la deuxième solution. Donc ça, c'est très énervant, parce qu'ils voient la première. Alors, certains d'entre eux sont quand même assez doués, donc ils se rappellent à peu près de la première. Et puis je dis, ben voilà, ben là, vous avez retrouvé la même. Alors après, pour trouver une différente, alors il ne suffit pas de faire une petite permutation, hein, je vois que c'est une action quand même à l'aise en maths, alors je parle d'une vraie solution différente. Et ce jeu-là, entre guillemets, oui, c'était sans aucune... ce jeu-là fait penser à un niveau plus élémentaire, ce que je vais présenter maintenant, mais c'est important de l'avoir, c'est le jeu de Tangram. Hein. Donc le jeu de Tangram... du point de vue chinois, donc c'est chinois, donc c'est de la dynastie Tang. Alors souvent les gens pensent que c'est complètement chinois, il faut savoir que ça s'appelle gram, en fait ça vient du grec, le gram, c'est simplement pour dire l'écriture. Mais donc vous avez 7 pièces, d'accord, alors celles-là on peut les définir un peu plus facilement que les autres, parce que les autres ressemblent tellement. Alors vous avez 2 grands triangles, d'accord, vous avez en fait un carré, vous avez un triangle moyen. Donc c'est toujours des triangles rectangles, hein, 2 petits, et puis un parallélogramme un peu différent. Alors il faut savoir par exemple que ce jeu donc, est très ancien, ça fait plusieurs siècles déjà. Ça s'appelle aussi pour les Chinois le jeu des 7 ruses. Et l'idée, du point de vue mental, c'est qu'à partir de 7 pièces, on peut construire l'univers. Alors vous allez me dire, bon, c'est un peu exagéré, mais je peux vous dire quand même qu'avec 7 pièces, on construit 6000 configurations. D'accord? Donc en gros, comment ça se fait? La première de base,
je peux même vous la montrer, ça consiste à faire en fait un carré. Donc, avec ces 7 pièces, vous faites un carré. Donc la première fois, évidemment, c'est un peu surprenant, vu la disposition des objets. Et ensuite, en fait, on a des figures imposées que vous devez retrouver. Si cette figure est convexe, c'est relativement complexe de trouver. Plus c'est convexe, plus c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez très peu d'informations de bord. Donc, quand vous commencez les tangrammes, vous faites des objets qui sont relativement complexes du point de vue de leur figure. Quand ils sont complexes du point de vue de leur figure, ils sont faciles du point de vue de leur réalisation. Et plus ils sont simples du point de vue de leur figure, plus c'est complexe. Alors, vous avez une sorte d'équilibre, puis après, vous voyez en fonction de votre évolution. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue cérébral, puisque c'est ça qui nous importe, vous vous rappelez notre point de vue, à savoir que quelqu'un qui a une activité cérébrale, en fait, à 80 ans, il peut être plus efficace que quand il était à 60. Alors que la plupart des gens pensent qu'en fait, on est sans arrêt en train de chuter. C'est faux, mais il faut avoir une activité cérébrale. Alors l'activité cérébrale qu'il faut avoir, il faut qu'elle soit judicieuse. Alors par exemple, pour le tangram, pourquoi c'est pertinent? C'est qu'en fait, le fait d'avoir réalisé une figure, ne vous aide absolument pas pour faire la suivante. D'accord? Donc vous n'avez pas le processus d'apprentissage qu'on avait repéré par exemple dans le sudoku qu'il faut éviter, parce qu'évidemment on a une saturation, et donc on a des gens qui jouent de plus en plus mieux, mais en fait, du point de vue cognitif, on a fait des mesures, ils utilisent de moins en moins leur cerveau. Donc ça veut dire qu'en fait ils se sont habitués à faire certaines configurations. Alors, là ce qui est intéressant ensuite, je le fais faire à mes élèves, c'est de faire le tangram des configurations en aveugle. D'accord? Donc ça c'est encore plus intéressant du point de vue cérébral. On fait d'autres activations. Alors là, les pièces que je vous ai montrées, on a mis des couleurs très vives. C'est pour aider aussi les gens qui ne sont pas très bien voyants, jusqu'à malvoyants et jusqu'à même aveugles, parce qu'on a d'autres configurations qui permettent de toucher. Je vous montrerai pour d'autres pièces. Et vous reconnaissez ainsi les objets. Alors, je ne vous montre pas tout de suite comment se fait un carré, mais enfin vous avez ça à votre disposition. Donc je vais rester dans cette thématique et pour vous montrer donc maintenant un objet un peu plus complexe. Donc il s'agit d'utiliser ces 2 triangles. Vous avez des configurations simples, 4 petits triangles. Et vous avez aussi des configurations curvilignes. Et en fait, avec ces pièces-là, vous devez construire une ellipse. Alors vous allez me dire, pas très compliqué, une ellipse c'est comme une sorte de ballon de rugby à 2 dimensions, bien sûr. Quelle est la technique du point de vue de puzzle? La plupart des puzzles, quand on les fait, quelle que soit la dimension, on essaie rapidement de voir les bords, de repérer rapidement les angles, et puis le paradoxe c'est que plus le puzzle augmente, en fait moins on travaille notre cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait on a certaines techniques qui marchent tout le temps, etc. Bon, alors si quelqu'un vous dit moi je suis très fort en puzzle, c'est très simple, vous prenez son puzzle, vous le retournez, vous le mettez côté blanc, et vous lui dites faites-le. Voilà, là il va vous montrer qu'il est très fort en puzzle. Parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils sont forts en puzzle, ils sont forts en reconnaissance de figures qu'ils voient à côté. Donc, vous avez des gens qui sont même très très forts. Donc moi je l'ai fait avec certains de mes élèves. Ils prennent la configuration, d'accord? Donc c'est un puzzle classique, ils le voient, et ils plosent la pièce exactement à l'endroit où c'est. Donc en fait, ils s'en foutent complètement si elle se joint ou pas. Comme ils savent où elle est la pièce, donc ils la mettent directement. Donc au bout d'un moment, vous mettez les pièces et puis ça se remplit. Donc vous faites simplement de la reconnaissance de configuration. Donc c'est un point important, mais c'est quand même relativement simple. Alors, si vous voulez en faire des comme ça, relativement nuancés, c'est de prendre surtout les puzzles qui ont des châteaux, avec reflet sur l'eau. Voilà, donc ça calme tout de suite les personnes qui sont à l'aise, parce qu'évidemment, le reflet est à peine visible, ce qui fait que quand il la pose comme ça, il est le plus près. Alors ça fait que le château est un peu branlant, en fait, en haut,
puis après il se rend compte que finalement il est très droit le château, et c'est en bas qu'il est un peu. Et c'est à peine. Alors, donc cette configuration elle est un peu surprenante, puisque là, pour faire l'ellipse, eh ben, il faut s'occuper des courbes, parce que le bord est une courbe. Et finalement, on se rend compte que ça perturbe pas mal les gens qui font des puzzles, parce que comme ils sont habitués à trouver les parties linéaires, d'un seul coup on leur dit les courbes, et évidemment comme c'est une ellipse et qu'elle est fortement symétrique, on ne sait pas bien comment les placer les courbes. Parce qu'on se dit, c'est un point où elle est en train de se fermer, ou c'est un point où elle est en train de s'ouvrir. Bon. Donc, on utilise en fait un contexte mathématique avec des points de foyer, etc. Mais ce n'est pas nécessaire à mettre en évidence dans un premier temps. Je reste donc maintenant j'élève un peu le niveau sur ce genre de configuration avec un truc qui paraît très simple. Donc c'est utiliser une théorie en mathématiques, mais comme je ne veux pas vous faire peur, on va dire que non pour l'instant. Donc ça a l'air très simple, hein. Ça a l'air d'être simplement le genre théorie des ensembles. En réalité, c'est la théorie des sommas. Vous avez donc une configuration avec simplement 3 objets. Vous allez ensuite dessiner ces 3 objets, hein, vous faites les contours, et puis après on vous pose des questions du genre, avec cette configuration-là, si vous avez aucun des 3 objets en bois, combien de configurations? 1, 2, 3, etc. Et on continue, on essaie de voir. Alors vous allez me dire, ça c'est pas très impressionnant, c'est vrai, mais c'est pour bien démarrer quand on ne connaît pas. Alors, donc là on a l'équivalent de degré 3. Alors l'idée, pour vous donner un ordre d'idée, donc vous prenez, vous voyez, 3 configurations qui sont identiques. Alors ces jeux sont quand même assez agaçants dans un premier temps parce que quasiment tout se ressemble. Alors on se dit ça va être simple. Et évidemment comme tout se ressemble, ça veut dire qu'en fait le groupe d'automorphisme est élevé, etc. Bon. Alors, donc en fait, vous prenez 3 identiques, vous prenez 3 autres identiques, et puis un différent. Voilà. Donc là, vous composez en réalité 3 ensembles, hein. Donc c'est à peu près la même chose que l'autre. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a des personnes, même juste pour faire cette combinaison, ont beaucoup de mal. Parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte comment ça se place. Les gens qui sont plus matheux, ils ont déjà trouvé des ensembles à 3, donc bon. Alors, mais le plus intéressant, c'est pas simplement de faire cette configuration comme je vous montre ici, hein, j'espère que vous la voyez, c'est de vous dire la chose suivante. Si vous le distribuez, hein, je le fais plus écartelé comme ça, à la Giordano Bruno, et maintenant on vous dit, voilà, vous avez un morceau de bois, ou 2, 3 et 4, et vous avez cette configuration de base, vous devez trouver le nombre de configurations différentes. Et si vous le faites de façon brutale, ça vous en donne 127. Bon. Donc quand on écoute 127, on se dit, bon, on va peut-être faire autre chose. Et si vous le faites de façon intelligente, vous devez en trouver 39. Voilà. Donc 39, c'est 39 vraiment différentes, on dirait plus mathématiquement à isomorphie près. Donc c'est assez intéressant de voir que ce jeu-là se base en fait sur la théorie des sommas. Alors la théorie des sommas, c'est une théorie de Kara-Théodory qui met en évidence des processus similaires entre l'analyse et l'algèbre, en passant par la théorie des ensembles ordonnés. Donc c'est assez surprenant. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez jouer à ce jeu-là, ça n'importe rien de connaître la théorie, simplement c'est une façon élégante de montrer un exemple concret de la théorie, comment elle s'adapte sur ce jeu-là. D'accord? Donc là, je me suis mis sur des configurations où, en fait, on construit des objets, hein. Donc ces ensembles-là, on pourrait dire qu'ils appartiennent au même type de catégorie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire très peu d'objets, une explosion combinatoire en termes de disposition, et donc en fait une nécessité du point de vue du cerveau de repérer les configurations et pas simplement les objets. Parce que s'il voit les objets, il se dit, bon bah c'est 3 fois la même chose, qu'est-ce que ça peut faire? Si on vous donne les configurations des 39, vous allez voir qu'elles sont quand même totalement différentes. Ici, quand je parlais du stomachion, c'était pareil, c'est des objets qui sont relativement simples, mais après quand on les a en pratique, on se dit, mais ça devait être là. Et puis, en fait, l'autre à côté, il marche très bien aussi. Et en fait, c'est la dernière pièce qui ne marche pas. Alors après, on revient en arrière, on fait un processus de backtracking et on se rend compte que la 3e pièce était mauvaise. Donc après, il faut tout refaire, etc. Bon, alors, donc là, je vous ai donné
de pièces. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de nombres, mais là je vais faire pire. Maintenant je vais vous donner un puzzle qu'on a fabriqué. Ça s'appelle le lambda puzzle. Alors c'est relativement facile, hein. Ça je vais même vous le distribuer, histoire de vous occuper les mains. Alors là, pourquoi c'est agaçant au début? C'est parce qu'il n'y en a que 4. Bon, donc on se dit, avec 4 trucs, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? En fait, il n'y en a que 4, mais c'est quand même un schéma relativement complexe. Alors ça ressemble en fait à un lambda grec minuscule, mais ça c'est pas très important, mais ça vous explique le nom de l'objet. Alors c'est très simple, vous devez prendre les 4 et vous devez les faire rentrer là-dedans, sans chevauchement bien sûr, hein. Donc une fois que vous l'avez fait, de ce côté il y a beaucoup de configurations possibles, et puis après il y a le deuxième effet qui se coule, vous tournez, hein, et là c'est plus épais. Alors au départ, vous dites, bah, c'est la même chose, et en fait, non, parce que... Donc je vous laisse d'abord tripoter la boîte pour être sûr que vous voyez la nuance, et pour vous rendre compte sur le plan heuristique, combinatoire et cérébral, c'est que d'un côté, vous avez au moins une dizaine de solutions, et de l'autre côté, une. Alors évidemment, quand vous entendez une, vous dites, il vaut mieux que je m'entraîne sur les plusieurs d'abord. Évidemment, une d'entre elles va aussi dans l'autre côté, et vous voyez en fait que c'est très simple. Alors maintenant je vous donne les 4 parties, je vais m'en distribuer, voilà. Donc vérifiez bien, enfin dans votre tête, je vais en donner de ce côté aussi pour pas qu'il soit jaloux. Voilà. Attendez, je n'ai pas très bien compris, est-ce que ça veut dire que la surface globale d'un côté est plus grande que la surface globale de l'autre? Quand vous dites l'autre, les bords sont plus Oui, c'est ça, exactement. Donc mais... cette surface, elle est plus grande que oui. celle-là, alors qu'en fait, même pour un enfant, il se dit, bah, c'est à peu près la même chose. Mais en fait, le fait qu'on ait rajouté une plaque là, sur l'ensemble, cette surface est vraiment plus petite. Oui, j'ai compris, mais or la surface de toutes les pièces, oui. Si elle remplit la surface la plus grande, comment peut-elle être plus petite après? Parce que la surface totale c'est parce que là, vous avez inventé une partie de l'énoncé que moi, j'ai jamais dit. C'est qu'elle ne peut pas remplir toute la surface. On veut juste qu'il rentre. Allez, je peux vous dire, c'est déjà amusant. Non, en fait, c'est très facile. C'est très facile de démontrer que ceci ne peut pas remplir l'ensemble de la surface. Bon, et même la petite. De plus, vu la configuration, c'est très difficile de mettre les objets sans créer des trous. Donc vous ne risquez pas de faire ça. Donc, là, le problème est autre, c'est simplement... oui, d'ailleurs c'est sympa qu'il y ait des trous. Je crois qu'il faut donner à Georges, qui est en train de chanter Gainsbourg, pour faire son trou. Voilà. Et donc c'est un jeu qui est très agréable. Moi je vous conseille, si vous l'avez, quand vous trouvez une solution, prenez une photo, parce que c'est pas tous les jours dimanche, et après on ne sait plus vraiment si c'est la même. Là, je donne aussi de ce côté. Je les fais passer ensemble. Bah, oui, parce que si vous en mettez qu'un, bon, c'est faisable. Il y a quand même des gens qui, même avec 3, ont du mal, hein, mais avec 4, c'est serré. Alors, l'idée du lambda puzzle, c'est de se dire, on a des objets durs, donc les pièces, ils sont identiques. On voit bien que les configurations de disposition, bah, ça ne peut pas être des milliards. Ensuite, on a un objet qui est un cadre, qui lui aussi est facile. Et puis finalement, qu'est-ce qui est souple, qu'est-ce qui est plastique? Ben, c'est notre cerveau. Il faut qu'il arrive à trouver une méthode pour rendre plus mou le problème et rentrer dedans. Alors, la problématique, c'est d'abord, c'est de trouver une solution, ensuite de pouvoir en trouver plusieurs. Donc simplement de la garder, de la copier, et de l'autre donner à l'autre. Et moi, ce que je vois, c'est que, même sur le plan universitaire, on a souvent des configurations qui sont une dizaine différentes, sans aucun problème, alors qu'en fait, on aurait été influencé par la configuration de l'autre. Par contre, évidemment, la finale, eh bien, enfin, je veux dire de l'autre côté plutôt, celle-là, elle est unique. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, pourvu que ça ne dépasse pas et pourvu que ça ne chevauche pas. Voilà. S'il y a des trous. Des trous, vous les aurez. C'est pas... Donc il n'y a pas de magouille. Hein. Je veux dire, vous ne les mettez pas de façon verticale pour dire que ça rentre. De toute façon, c'est un jeu. Évidemment, quelle est l'habileté? C'est qu'on l'a fait de manière à ce que quand il se ferme, il puisse se fermer qu'avec la solution. Vous voyez?
Donc en fait, même pour les enfants, c'est assez intéressant, je le dis pour les mamans, hein, que les mamans font une erreur stratégique, c'est que quand elles offrent un cadeau, elles ne disent pas que le remettre dans la boîte, ça fait partie du jeu. Alors que là, évidemment, ça va être tordu, ça sera comme ça, quoi. Donc même l'enfant comprend bien que c'est pas bon. Voilà, donc là, quand il le remet, c'est très bien. Et s'il continue à le mettre dans la partie la plus simple, vous, discrètement, vous la retournez, hein, bien sûr, et vous lui dites, il faut le ranger comme ça. Donc là, d'un seul coup, ça change un peu le niveau du rangement. Alors, donc ça, c'était pour le lambda puzzle. Alors maintenant, on va passer sur... D'abord, celui-là, je vous le montre, que ça existe. Parce qu'après, je vais le décomposer. Après, vous me direz, mais est-ce que ça fait vraiment un cube? Alors, c'est un cube qui est plein. D'accord? Et ce cube qui est plein, évidemment, je vais le défaire. Donc, je vous montre quand même qu'il est vraiment plein. Donc, ceux qui veulent vérifier, il y a quand même bien 27 unités. Hein. D'accord? Parce qu'on en a d'autres qu'on a fait, de cubes. Et donc, maintenant, je vais vous les découper. Alors, vous allez vous rendre compte donc, de différentes choses. D'abord, vous avez des objets qui sont tridimensionnels en eux-mêmes. Donc, ils sont toujours formés de 4 petits cubes. Ça, dans un premier temps, ce n'est pas forcément intéressant pour que vous le compreniez, mais en tout cas, c'est remarquable du point de vue mathématique. Ensuite, vous avez donc ce type d'objet avec son dual. Vous voyez? Je vais peut-être même mettre un peu plus haut, vous voyez tous. Et puis ensuite, vous avez 3 objets qui sont vraiment tridimensionnels et vous avez en fait 4 objets qui sont bidimensionnels. Enfin, ils sont tridimensionnels, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez les mettre entre 2 plaques, ceux-là, c'est pas possible, il faut que ça soit plus écarté. Donc, l'ensemble de ces objets sont formés de 4 cubes, excepté celui-là. Et heureusement, sinon vous auriez du mal avec 27, hein, parce que ce n'est pas un multiple de 4. Donc, vous avez ces 6 objets formés de 4 qui vous donnent le 24, hein, et puis 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant c'est parti, à vous de jouer. Donc là c'est simple, hein, il suffit de faire un cube. Voilà. Donc, bon, d'accord, je la refais. C'est simple si on comprend bien comment fonctionne un cube. Mais c'est un cube 3 par 3 par 3, d'accord? Donc c'est un cube classique, on va dire. Imaginez la taille d'un Rubik's Cube habituel. Donc là, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que on visualise tous un cube. D'accord? Mais il faut vraiment essayer. Hein. Oui, mais il faut que tout le monde... Oh, mais ils en ont d'autres, ils en ont... Là, non, regardez, vous pouvez le garder encore, hein, vous pouvez le garder. Je peux lui donner celui-là. Je vais lui donner pour pas qu'il ait d'angoisse. Métaphysique au niveau du jeu. Voilà. Donnez-lui aussi pour qu'elle en ait un quand même. Voilà. Et je reviens donc à cette configuration. C'est que le cerveau humain, si vous êtes sur du plat, je vous montrerai du plat, il arrive finalement à le décomposer et à faire que de la géométrie pure, on dirait presque euclidienne, mais bon, on pourra en faire d'autres. Il a simplement un élément de surface. Là, en fait, comme on a des éléments qui sont vraiment tridimensionnels, rapidement, vous êtes confronté à des dispositifs. Vous voyez, si vous faites ça, vous n'avez plus qu'un trou, là. Évidemment, ça peut se placer, donc dans un premier temps, vous dites, c'est bon, je m'en fous, je le fais, voilà. Hein, mais après, vous avez des répercussions. Hein, vous voyez? Donc, je peux le faire comme ça aussi. Donc après, il faut trouver quelle est la configuration. Là, si je fais comme ça, évidemment, je sors de mon cube 3, 3, 3. Donc je vous laisse faire, mais l'idée, donc, du point de vue cérébral, c'est que le cerveau a du mal à trouver la configuration interne. Vous voyez? Il réfléchit bien sur l'extérieur. Sur l'extérieur, comme ils ressemblent tous, bah, ça ne vous donne aucune information. Et puis là, vous plantez, vous rentrez à l'intérieur, vous dites, bon, bah voilà, je vais réfléchir comment ça fonctionne. Voilà. Donc le monsieur est le premier candidat. Donc vous énervez pas, hein, vous faites ça lentement. Hein. Non, mais pas vous, je veux dire globalement. C'est des jeux, normalement, qui sont faits pour être énervants au départ. Hein. Parce que si vous les faites tout de suite, après, vous pouvez vous mettre près de moi. Hein. Ouais, ou voilà, vous prendre le petit support, par exemple. Voilà. Alors, le petit support, c'est quand même un jeu de goût, mais j'expliquerai. Mais vous prenez-le. Mais tournez-le. Voilà, là, ça sera un support sympathique. Oh. Voilà, c'est très beau. Oui.
Voilà, là, donc là vous êtes très écarté. Il faut virer certains. Alors, donc dans la même configuration, maintenant, c'est un autre jeu. Alors, celui-là a l'air d'être très simple, qu'il est en 2 dimensions. Donc, du point de vue strictement mathématique, c'est ce qu'on appelle des pentaminos. On va peut-être les mettre là. Alors, les pentaminos, c'est des objets qui sont la généralisation d'un domino. Hein. Au lieu d'avoir 2, ben, on en a 5. Et puis là, en fait, c'est en plus des cubiques, mais c'est simplement pour que ça soit plus facile. Hein. En réalité, vous pouvez le faire en 2 dimensions. Donc, nous, en mathématiques, on utilise leur nom. Hein, vous voyez, en fait, parce que ça ressemble à un L, ça ressemble à un T. C'est assez rigolo parce que finalement, on arrive à trouver quasiment un nom à tout le monde. Hein. Comme quoi, le vocabulaire français est bon. Hein. Et puis certains, après, il faut faire des configurations. Enfin, jusqu'à là, vous voyez, ça va. Hein. Ça, c'est sympathique. Là, il faut faire une différence un peu pour les L. Alors, je les dispose là, comme ça, vous les voyez. Je pense que tout le monde voit un W ici. Et puis après, je vous mets en dernier les bizarres. Donc, il y a une première thématique, et la suivante, c'est finalement combien il y en a. Mais ça ne vous dérange pas. Donc là, vous pouvez les compter. Mais l'avantage de les compter, c'est de vous dire, ben, je veux savoir quelle est la surface que je dois faire. Donc, n'oubliez pas qu'ils sont tous en unité 5. Et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je pense que vous vous rappelez tous que 12 fois 5, on est autour de 60. Et donc vous pouvez faire un jeu qui pourrait faire un bord de 6 et un bord de 10. Sans être vraiment sûr que ça marche, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que comme c'est 60, et c'est pas un carré, vous n'êtes pas censé faire un carré. C'est un rectangle, ça va. Donc je vous donne quand même pas tout, hein. Comme ça vous amuse. Et puis après, il faut savoir que dans ce jeu de pentamino, on a des configurations relativement complexes qui consistent à dire, je voudrais en fait les disposer, donc ça c'est pour mes préférés, hein, c'est un peu différent, donc je voudrais les disposer de telle manière que chacun des pentaminos touche le bord. Là c'est un peu plus subtil, hein, quand même, parce que l'autre c'est libre, donc vous les remplissez, vous êtes content quand ça remplit. Et puis là où l'autre vous dit, vous pouvez le faire aussi de telle manière que les bords soient touchés par chacun de ces objets. Il ne faut pas commencer par celui-là, hein, parce qu'après on se dit, je suis bien plus bête que ce que je pensais, c'est pas bien. Il faut aller lentement et se dire que c'est faisable. Voilà. Donc, mathématiquement c'est faisable. Anne-Marie va vous en donner quelques-uns. C'est toujours bien, moi je conseille toujours, avant de faire ce genre de jeu, de les tripoter et de se rendre compte que certains se placent bien et d'autres ne sont pas particulièrement mauvais. Oui, entre eux. Le W. Voilà, le W, bon, il paraît pas très sympathique dans un premier temps, mais, pour pas que ça chiffonne madame, Oula, oui, d'accord. voilà, vous voyez, une croix finalement, hein, voilà, donc ça vous donne une autre vision du christianisme, plus mathématique, mais en tout cas... C'est pour remplir une surface pleine. Voilà, c'est une surface pleine, là, effectivement, il n'y aura pas de trous. Si vous faites avec des trous, c'est que vous trichez un peu. Mais, notez bien que, c'est une bonne question, même là, en fait, on pourrait vous imposer une surface, peut-être avec des trous, et vous dire, fais-la avec celle-là. C'est un autre jeu. Mais là, celui-là, il est déjà complexe en lui-même. Hein. Donc, c'est une sorte de puzzle, mais le problème, c'est que, comme tout se passe à angle droit, eh bien, les informations ne sont pas très fortes pour nous aider. Donc, il faut que notre cerveau réfléchisse énormément, et donc ça fait du bien quand on l'a trouvé. Donc, je en fais passer au fur et à mesure, comme ça, il les tripote tous, il les voit. Alors, donc, dans cette thématique-là, je pars du principe... Alors là, c'est ce qu'on appelle, en fait, des gens qui sont plutôt littéraires. C'est ce qu'on appelle les gens qui, s'ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas faire le cube. Voilà, il y a des gens comme ça, il y a des gens par exemple s'ils parlent, alors je donne ça plutôt pour les littéraires, hein, sachez que votre réflexion la plus abstraite se fait dans le silence. Dès que vous parlez, vous avez en fait des zones du cerveau qui s'activent et qui font autre chose. Et donc comme elles s'activent et qu'elles donnent de l'information, la zone la plus abstraite ne s'active pas totalement. Donc c'est pour ça que vous remarquez que
Certains aiment bien chantonner quand ils résolvent un problème, ils font quelque chose. Ils aiment bien des fois écouter même la musique. De préférence, il vaut mieux classique parce que sinon on a un problème. Et il ne faut surtout pas écouter de la voix humaine. Si vous écoutez de la voix humaine, ça ne vous aide pas du tout à la concentration. Au contraire, ça vous permet d'écouter la voix humaine parce que heureusement, notre cerveau, il est fabriqué pour faire attention aux voix humaines. Donc si quelqu'un parle juste à ce moment-là, d'un seul coup, vous sortez de votre problème. Alors, dans ce genre de thématique, alors je vous le cache, mais il ne faut pas dire non tout de suite. Je ne vais pas dire tout de suite. Voilà, il faut le dire encore plus longtemps et puis il faut réessayer. Alors, ce qui est assez intéressant, maintenant, je vais vous faire un autre jeu. Alors, cet autre jeu, une fois que vous l'avez résolu, vous ne le rejouez pas, mais en tout cas, vous y pensez. Alors, la première idée, non, il ne faut pas vous lever, je suis en train de le cacher. Voilà, c'est pas la peine de... Vous voyez mes mains, quoi. Bon, en tout cas, la solution est là-dedans. C'est vicieux, hein? Voilà. Bon, mais si je vous la donne tout de suite... Alors, la solution, elle est là-dedans, mais si je vous la cache, c'est simplement pour vous intriguer dans un premier temps. D'abord, c'est pour vous rassurer, pour vous dire qu'elle existe. Hein? Oui, quand même, parce que s'ils ne me connaissent pas, pourraient ne pas avoir confiance. Alors, la première question pour vous aider, c'est de vous dire, est-ce que vous pouvez trouver un objet qui soit à la fois carré et rond? Vous l'avez fait? Je sais pas. Comment je sais pas? Si, ça a l'air d'être dedans. Regardez les hommes, comment ils vous regardent. Ils regardent avec envie. Hein. Oh, c'est bien, c'est bien. Vous avez fait donc, normalement, la partie... Ah oui, la plus grande. Oui, maintenant, il faut que celle-là. Voilà, mais c'était bien de la montrer. Normalement, Vicky pourrait même vous prendre en photo pour être sûr que ça a été fait. Ça sera encore mieux, voilà. Et montrez bien que c'est vous. Parce que des fois, les hommes pourraient dire, voilà, c'est moi, je vais passer. Parce que les hommes pensent en fait qu'ils sont meilleurs. Ah non, non, si. Non. Les femmes pensent qu'elles sont meilleures en lettres, au niveau du langage, et les hommes au niveau des configurations. Et c'est absolument vrai, on voit bien qu'il y a une différence, mais on a des exceptions, et quand on a des exceptions, c'est des exceptions fortes. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si on a quelqu'un qui est très à l'aise de l'autre domaine, alors il est vraiment très à l'aise, c'est jamais seulement à l'aise. Voilà. Rien, vous l'avez quand même trouvé. Alors, donc mon problème, ce jeu-là, ce jeu caché. Donc la première question, c'est est-ce que vous pouvez trouver une figure qui soit à la fois carrée et ronde? Donc ce n'est pas la quadrature du cercle, d'accord? Mais l'idée est simple, c'est qu'il s'agit de monter en dimension et de penser à un cylindre. D'accord? Si vous pensez à un cylindre, suivant l'axe que vous le regardez, vous voyez un disque ou vous voyez un carré. On est d'accord? Très bien. Ce n'est pas ça mon problème. Voilà. Ça c'était simplement pour vous préparer. Certains connaissent ce genre de méthode. Bon. Alors, la méthode là, c'est qu'il va falloir trouver quelque chose qui soit un carré, un cercle et un triangle à la fois. Ah, je vois que sur le triangle, elle a tiqué, madame. Elle a dit, bon, les autres, je veux bien supporter, mais alors, et le triangle, oui, et la solution est là-dedans. Qu'il soit là-dedans, c'est pas très important, j'aurais pu faire quelque chose de plus petit. Enfin, ça veut dire que vous avez dans les mains la figure qui est à la fois ronde, carrée et triangulaire. Et triangulaire. Ça doit pas être gros. C'est pas gros. C'est pas gros, effectivement. Vous inquiétez pas, ça casse pas, c'est bien. Mais vous voyez en fait que là, c'est ce qu'on appelle, nous, des problèmes de synthèse. En fait, quand je vais vous le montrer, vous allez dire, bien sûr qu'il y a un rond, un triangle, un carré. Mais là, vous devez le synthétiser. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en réalité, vous prenez un cylindre, vous l'imaginez qu'il est fait en pâte à modeler, ça aide ça. Quand on a du mal au niveau des structures rigides, on le met en pâte à modeler, comme ça nous permet de faire de la topologie sans le dire. Alors, vous prenez la pâte à modeler, vous pressez la partie supérieure jusqu'à la rendre linéaire, sans toucher la partie inférieure. D'accord? Et en fait, quand vous la rendez linéaire, ça vous donne cet objet. Alors, donc, pour tout le monde, on est d'accord? Très bien. Maintenant, je vous le montre que comme ça. Voilà, et maintenant, je vous le montre que comme ça.
Oula, on dirait que c'est la précipitation. Mais je dis, c'est juste des mathématiques, on est d'accord. Hein? Alors maintenant, je vous laisse le tripoter pour être sûr que je ne vous ai pas fait quelque chose de... Hein? Alors, en fait, ce genre d'objet, donc ça va appartenir à une famille de problèmes qu'on appelle les problèmes de synthèse. Alors les problèmes de synthèse, c'est très important au niveau cérébral, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont forts en analyse, mais qui ont du mal à synthétiser. Alors je m'explique. Par exemple, si vous êtes fort en musique, vous avez l'habitude de lire, laissez-la là, c'est pas grave. Vous avez l'habitude de lire, par exemple, une partition, et vous la lisez en fait sur 5 lignes. Hein, vous mettez vos notes. Si vous êtes au piano, vous en avez même 2, hein, clé de sol, clé de fa. Mais je reste sur les 5 lignes. Si maintenant vous décomposez ça, donc vous les mettez séparés, sans vous dire qui est qui, eh bien vous verriez que beaucoup d'entre nous auraient du mal à replacer, il y en a 5, d'accord? Donc ça fait factoriel de 5 de disposition, à retrouver ce qu'ils avaient vu. Parce qu'ils se rappellent à peu près des notes, mais ils se les rappellent tout le temps de façon synthétique. Mais il ne faut pas la synthèse, ils font l'analyse. Si maintenant on vous les donne séparés, on vous dit, bah refais-le, ce que tu voyais. Vous voyez? Donc là, ce genre de problème, c'est très agréable pour le cerveau, parce qu'on a quand même des gens qui sont forts aussi au niveau de la synthèse. Et imaginez maintenant si vous voulez faire un moule. Autre problématique. Donc, vous allez vous rendre compte qu'avec ces thématiques, à chaque fois, vous pouvez vous dire la chose suivante. Vous avez un objet qui est constitué d'une face qui est comme ça, une autre face qui est comme ça, une autre face qui est comme ça. Comment est l'objet? D'accord? Donc je pourrais vous dire par exemple un cercle, un carré et une croix. Ah ben voilà, vous voyez? Sans trou. Bravo. Ah oui, le cube. Ah mais c'est Georges, je crois que c'était vous. Non. Georges. Ah bah c'est le président. Ouais, c'est le président, on voit bien. Voilà. Non, Georges, tu vas tenir ça, il va te prendre en photo, parce que ça va être à vous montrer. Hein. On dira, voilà le président de la MGEN, ce dont il est capable. Très patient. Avec quelques bouts de bois et sans scie. Mais tu vois quand même qu'au départ, tu aurais pu penser que c'est quand même infaisable. Et finalement, au petit à petit... Tu as dit que c'était faisable, moi. Ah bah oui, je voulais même montrer fait. Je sens qu'il y a quelqu'un qui essaie d'analyser la configuration. Bon, je fais semblant de ne pas regarder, d'accord? Alors, donc, maintenant, on va se mettre dans des configurations un peu différentes. Alors, on va parler de jeux d'échecs, mais pas de jeux d'échecs classiques. D'ailleurs, c'est assez surprenant, parce que souvent, on ne le connaît pas bien. Ça, ce n'est pas une planche ronde, comme diraient les gens. Voilà, donc ça s'appelle un échiquier byzantin. Alors l'échiquier byzantin existe déjà depuis le Xe siècle. D'accord? Donc il a été fait avant le jeu d'échecs classique que vous connaissez, qui va se stabiliser sur un échiquier 8-8 autour du XIVe siècle. Donc là, on est au Xe siècle. Sa configuration est un peu surprenante. Tout le monde sait jouer au jeu d'échecs? Non, vous ne savez même pas les placer? Même pas les placer. Bon, je vais les placer au moins une fois. Vous avez rien dit, vous. Vous savez tout jouer au jeu d'échecs. Non. Vous ne jouez pas au jeu d'échecs. C'est pas bien de ne pas jouer au jeu d'échecs. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait du bien le jeu d'échecs. C'est pas la peine de faire de la compétition. Mais vous pouvez. Là-dessus? Non, sur le plateau byzantin, c'est pas. Voilà, ouais, je vois. Non, il faut que je les place au fur et à mesure lentement. Alors, je vais prendre que les blancs. Hein, comme ça, ça sera simple. Vous imaginez, parce que ça c'est un échiquier 9-9, donc j'en ai pas de 8-8, je pensais que tout le monde savait jouer. On a des tapis là. Vous avez un échiquier 8-8? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, amenez-moi un 8-8. Placard là-bas. Bah, si vous savez. C'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Si c'est pas ouvert, Georges l'ouvrira, parce qu'il a les capacités de Saint-Pierre, des clés de partout. Alors, le jeu d'échecs, donc on va le voir, ça sera plus simple, mais pour l'instant je vais faire simplement la disposition pour vous donner un exemple d'idée comment ça se place là-dessus. Hein. Alors, vous avez deux angles, le jeu d'échecs classique se joue sur un rectangle. Alors vous avez les deux angles, vous mettez les tours. D'accord? Ensuite, vous mettez les cavaliers. Non, on ne dit pas les chevaux, hein. On dit les cavaliers, voilà. Ensuite, on met les fous. D'accord? Et ensuite, en fait, on a la configuration du roi. Alors, évidemment, moi je les dispose correctement sans avoir d'échiquier.
Donc pour vous, c'est un peu plus surprenant. En fait, la dame, elle doit être sur sa couleur. Alors pour placer un jeu d'échecs bien, il faut le mettre de telle manière à ce que votre main droite, quand vous touchez l'échiquier, dans l'angle, ça soit un carré blanc. Le voilà, très bien. Alors, je redonne l'exemple, merci bien. Alors, cet échiquier-là, si c'est pour vous, ok, il est bien placé là. Si je fais ça, il est mal placé. Vous voyez, vous regardez en bas à droite. Bon là, évidemment, comme il y a des numéros, il faut vraiment être crétin pour le placer autrement, mais bon, quand il n'y en a pas, c'est plus difficile. Alors, vous allez vous remarquer, là, monsieur ici joue au jeu d'échecs. Oui. Très bien. Bon, alors là, vous allez regarder son visage. D'accord? Vous regardez son visage. C'est bon? Vous avez vu son visage là? Il a un petit problème parce qu'il se dit, mais c'est pas ce qu'on fait, hein? C'est pas vraiment ça. Ah bon. C'est assez intéressant parce que vous allez remarquer que les joueurs d'échecs classiques, ils comptent le nombre de cases alors qu'ils ne regardent pas qu'au centre, il n'y a pas de cases. Après, au bout d'un moment, ils se disent, mais c'est pas vrai, mais j'avais même pas remarqué que ça. Parce qu'ils ont tendance plutôt à regarder directement ça. Alors je vais expliquer, ça c'est un échiquier Serre, Sierpinski, Einstein, Rosen, j'expliquerai après. Bon, alors donc là je suis sur un échiquier normal, je le dispose correctement ainsi, vous inquiétez pas, c'est pas un tour de... c'est parce que je vois à travers. Hein? Bon, alors vous le disposez comme ça, on va le mettre à plat, ça est toujours au jeu d'échecs. Et ce que je vous disais, c'est ça, hein, vous les disposez de cette manière. Donc là, normalement, si j'ose dire, certains d'entre vous auront trouvé leur bille. Hein, et puis ensuite, vous avez les 8 pions. Bon. Alors tout ça, c'est pas pour vous apprendre le jeu d'échecs maintenant, mais c'est pour vous dire quand même que le jeu d'échecs, si vous ne voulez pas jouer les parties, c'est très important de connaître les règles, et ensuite de résoudre des problèmes du type mat en 1 coup, 2 coups, 3 coups, sans vous jouer avec quelqu'un, vous jouez tout seul, d'accord? Des fois, dans certaines revues ou des journaux, il y a des problèmes de ce genre, enfin, certains qui sont difficiles, mais en tout cas, ça vous permet d'entraîner votre cerveau, et le fait d'avoir résolu un mat en 2 coups, je peux vous assurer que, sauf s'il est de la même famille, ça vous aide pas du tout sur un autre, ce qui fait que votre cerveau, il est obligé de retravailler. Alors maintenant, je prends un échiquier byzantin, et je regarde la disposition. Alors, pour retenir le schéma, surtout ceux qui savent déjà ça, c'est vous coupez l'échiquier en deux, comme ça, et en fait, cette partie-là, vous allez la tourner sur un angle. D'accord? Alors, j'explique, quand je dis on va la tourner, je vais prendre les pions, comme ça, ça sera plus clair. Je prends les pions et je les dispose de manière angulaire, vous voyez? Mais en fait, la symétrie, donc là, mes 2 tours vont au bord. Mes cavaliers vont là, mes fous vont là, et le roi et la reine comme ça. On est bon? Très bien. Alors, on va faire ça avec monsieur. Alors, monsieur, discrètement, il va me mettre les noirs En face. j'espère, mais sur un échiquier circulaire, la notion d'en face est relative. Donc, alors quel est l'intérêt, vous allez me dire, de jouer sur ce genre de jeu? Évidemment, si vous n'êtes pas du tout joueur d'échecs, vous n'êtes pas perturbé, mais si là vous avez une séparation de 3. Hein. Alors, pour vous aider, prenez l'axe. Hein. C'est-à-dire que l'axe de pion doit être en face de l'axe de pion. Et donc l'axe de pion en face de l'axe de pion. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que vous voyez par exemple que quelqu'un qui joue au jeu d'échecs, il est quand même obligé de réfléchir sur le placement. Alors que quand on joue au jeu d'échecs classique, tout le monde sait comment ça se place. Là, il faut le faire de façon cohérente. Alors si on la place bien, il faut savoir aussi que si l'échiquier vous tournez un peu, vos pièces ne sont pas placées correctement. Il faut s'arranger pour que la dame soit bien sur sa couleur et même, autre détail, que le roi soit à sa droite. En fait, je pourrais prendre l'image symétrique à l'envers. Alors, la différence, voilà, très bien, c'est ça, c'est bien, c'est ça. Alors, ce qu'il faut tout de suite remarquer, c'est que par exemple, on se dit, les rois, mais ils sont quand même très près. En fait, c'est faux parce qu'il y a un trou. Donc, ils sont à une distance identique que les autres pièces des autres pièces.
Or, ça nous donne cette impression de proximité. Ça a été fait énormément pour coder, du point de vue historique, la position de Constantinople. Oui, la position de Constantinople, en fait, vous avez une partie européenne et une partie asiatique. C'était très très proche, mais pour passer de l'un à l'autre, il y a quand même un passage, il n'est pas possible. Alors, l'autre point qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ici, vous allez vous rendre compte que le roc n'est pas intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas. On n'a pas non plus la notion de prise en passant, je ne l'explique pas, puisque vous ne savez pas de toute façon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est cette disposition-là. Par exemple, vous avez ça. Vous voyez? Pour un joueur d'échecs normal, donc je vais les appeler normaux, eux, cette disposition-là est sans danger pour un cavalier. Sauf que, sur un échiquier byzantin, je peux prendre la pièce. J'ai le droit. Parce que justement, c'est byzantin. Alors pourquoi ça a été fait ça? C'est aussi pour coder ce qu'on appelle l'espionnage. Que des fois, celui qui vous attaque, il vient par derrière et pas par devant. Donc la notion de front, comme on a deux fronts, c'est plus complexe parce qu'il faut en plus faire attention que si un des deux fronts est défoncé, on peut nous attaquer par derrière sur l'autre front. Alors qu'en fait, au jeu d'échecs, on n'a pas cet équivalent. Donc ça vous donne, avec les mêmes pièces, les mêmes règles. Les mêmes règles. Maintenant, du point de vue plus cérébral, si vous prenez un échiquier normal, d'accord? Vous prenez un fou, par exemple, qui est placé là. Et il va en diagonale, il va faire ça. Même s'il jouait sur un billard, il ferait ça. Toc, 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 et il reviendrait. On est d'accord? Donc c'est un billard échiquier. Eh bien, ce qui est assez impressionnant, c'est que vous vous rendrez compte de la complexité de cet échiquier, c'est si vous prenez un fou et vous utilisez les mouvements qu'il fait avec les notions de bord, donc vous rebondissez sur le bord et vous repartez. Eh bien, un fou blanc couvre toutes les cases blanches. C'est loin d'être le cas. Donc finalement, avec deux fous, un noir et un blanc, vous couvrez l'ensemble de l'échiquier. Et cet échiquier-là, il a autant de cases que celui-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue... Il ressemble à quoi cet échiquier? Eh bien, en réalité, il faut couper cette partie-là et coller les deux bords. Ça vous ferait... si vous aviez le droit de passer comme ça, vous voyez bien qu'en fait, si vous êtes sur la segmentation, eh bien vous allez vous rendre compte que d'être au bord de ça, ça veut dire que j'ai le droit de passer comme ça. C'est ça, l'échiquier. Donc, c'est-à-dire que si je prenais une convention, je disais, là il y a un mur, et là il y a un pont, et là il y a un pont, ça vous ferait cet échiquier. D'accord? Ça, c'est intéressant parce que l'échiquier, vous connaissez, il a été fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on a coupé ça, on a dit on passe pas, et on a collé ça. Ça vous donne un carré. Ça va? Ça va là, je sens que... Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Georges? Il y a une raison particulière pour qu'on ait changé le... Ou bien ça a été inventé dans des coins différents? Ça a été inventé dans des coins différents, donc c'est une très bonne remarque, et c'est des configurations, vous voyez ce que je vous ai dit par exemple par rapport à Constantinople, c'est une configuration phénomène de bord, du point de vue stratégique. Le jeu d'échecs globalement a été inventé pour coder la guerre, et pour que les gens puissent s'entraîner avant d'avoir des morts. Parce qu'ils se disent, si on envoie le type avec ses hommes, il est au courant de rien au niveau stratégique, il est mort tous. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire, oups, reviens. Je ne t'ai pas dit qu'ils étaient là-dessus quand même. Bon, alors, sur ce genre de configuration-là, maintenant, je vous montre. Donc ça c'est du 10e, ça c'est du 14e, et ça c'est du 21e. Alors, c'est un jeu d'échecs, donc, la thématique, donc Sierpinski, c'est un mathématicien, Einstein et Rosen, c'est deux physiciens. Alors, vous avez un échiquier 9-9, vous avez un trou au milieu, vous voyez, dans le trou au milieu, ça vous rappelle ça. Et puis, vous avez des cases bleues. Alors, les cases bleues, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait? Donc ça, c'est les premiers perturbateurs d'un joueur classique. C'est pour ça que ça donne une très riche complexité. Sur les cases bleues, alors, bon, comme on a 9, on aura 9 pions. Et là, on aura 2 dames. Alors, comme vous voyez, les bords, ils sont tous blancs. Donc là, c'est quand même perturbant parce qu'on se dit, mais comment on va la disposer? C'est très simple. Il n'y a aucune disposition. Vous pouvez très bien jouer comme ça ou comme ça.
C'est pas gênant ça. Une fois que c'est installé, c'est installé. Donc vous les placez là, vous les placez là. Et là, la différence, c'est que les pièces, ça s'appelle les pièces, et ça c'est les pions. Les pièces ont le droit de jouer et de comprendre ce que signifie le bleu. Alors le bleu, donc je vais vous prendre exprès une tour, il n'y a rien à voir avec un cavalier. Il a le droit de faire ce qu'on appelle un hyper-mouvement, c'est-à-dire qu'il fait le mouvement du cavalier sur les bleus. Donc la tour, elle a le droit de faire ça. 1, 2, 3, d'arriver là. Ou alors, 1, 2, 3. Ce que je viens de dire, c'est faisable par toutes les pièces. Donc je vous donne une configuration un peu classique au jeu d'échecs. Vous avez par exemple un roi ici, et vous avez en fait des gens qui l'attaquent, donc pour faire un mat. Si le roi rentre là-dedans, il va ressortir là-dedans. Ce qui fait que si vous êtes en train de faire le mat, si vous ne contrôlez pas ces deux cages, il vous échappe. Ce qui fait qu'en fait on a des maths plus complexes. Alors quelle est l'idée en gros? Ça c'est le codage de la Méditerranée. Là par exemple c'est l'Afrique, là c'est l'Europe, là c'est la Méditerranée. Donc vous voyez bien comment c'est fait, hein, l'Afrique et l'Europe, comment. Donc on a un côté Gibraltar et le côté plutôt canal de Suez. Vous voyez, ce genre de contact. Et en fait les cases bleues, c'est en fait le passage avec les bateaux. Donc c'est les bateaux qui permettent, vous voyez, d'ici, je peux faire ça, et elle est là, même si j'étais bloqué par un front. Donc ça c'est ce qu'on appelle un échiquier serre. Donc je ne donne pas plus de précision parce que comme vous n'avez pas forcément le background du jeu d'échecs classique, c'est pas la peine non plus de faire ça. Alors là ici c'est quand même intéressant, si vous voulez chercher des trucs sur internet, en anglais vous le trouverez plutôt jeu d'échecs circulaire. Circular chess. Hein, il y a même des championnats du monde, etc. Donc ça n'a pas été simplement dans le cadre ancien. Alors, maintenant, pour ce que je suis dans le jeu d'échecs, on a fait un autre jeu d'échecs, classique cette fois. Vous voyez? Alors, la différence, c'est que c'est des pièces qui sont différentes. Hein, donc, ça, c'est des pièces qui codent. Donc, c'est du mycénien. Donc, je vous donne. Hein. Donc, vous avez donc des syllabogrammes, donc il y a deux identiques. Les pièces elles sont fabriquées avec deux bois différents pour faire les noirs et les blancs, ce qui fait qu'on n'a pas de... donc là, ce que vous êtes en train de prendre, vous, c'est le roi, et là, vous avez la reine. Alors, quelle est l'idée? C'est qu'en fait, sur un échiquier normal, on met une codification mycénienne, ce qui fait que vous devez apprendre le mycénien, pour pouvoir jouer, et en fait, ça ressemble au shogi. Donc au shogi, c'est un jeu d'échecs japonais où vous avez en fait les idéogrammes qui sont notés évidemment en japonais et au départ vous pouvez les codifier avec des lettres, mais c'est très bien d'apprendre le shogi directement avec les caractères japonais parce qu'évidemment c'est comme ça qu'on joue à plus haut niveau. Quel est l'intérêt? Eh bien, vous avez d'un point de vue linguistique une capacité à reconnaître. Hein. Vous voyez par exemple ce que vous voyez là, ce sont des syllabogrammes. Alors celui qui est grand, c'est le premier syllabogramme du mot qui est écrit en dessous. Voilà. Alors le mot qui est écrit en dessous, là vous avez un qui s'appelle le roi et l'autre qui s'appelle la reine, mais attention, avec le mot de mycénien. Donc on est en 1250 avant Jésus-Christ. Hein, ce qui fait que ça vous permet en fait d'apprendre d'autres choses. Alors ça c'est pour avoir un ordre d'idée. Maintenant je reviens à ce qu'avait utilisé monsieur, c'est le jeu de Go. Alors, le jeu de Go, Veiki ou Baduk, c'est un jeu de Go. Alors, Go c'est en japonais, Baduk c'est en coréen, Veiki c'est en chinois. C'est un jeu de stratégie, très évolué. Alors, pour vous donner un exemple d'évolution, c'est que le jeu d'échecs classique, on avait déjà des ordinateurs qui battaient les humains à partir de 97. Hein, vous rappelez les fameux, vous devez vous en rappeler, vous quand même, Deep Blue, Deep Blue, etc., Kasparov. Et ensuite, on a eu des jeux d'échecs encore plus évolués, comme Fritz, hein, qui a joué contre Kramnik. Et la différence, c'est qu'au départ, vous avez énormément d'ordinateurs pour faire un jeu. Avec Fritz, vous avez un CD. C'est encore pire. Alors avant, quand il avait joué Kasparov, on lui a dit que c'était secret, surtout vous ne devez rien savoir. Avec Fritz, il vous donne le CD. Tiens, entraîne-toi et après on joue. Vous vous entraînez avec le CD et vous perdez quand même.
Donc c'est énervant quand même là. Hein. Bon, eh bien, ça au jeu de Go, ça n'a eu lieu qu'en 2016. Ce n'est qu'en 2016 qu'au jeu de Go, on a réussi à faire un ordinateur qui arrive à battre le champion du monde. Bon. L'Isidol, donc c'est le jeu, c'est AlphaGo, qui a été fait par DeepMind. Alors, on revient à nos moutons. Donc ça, c'est un Goban. Le Goban, c'est le terme de... Comme ça, c'est échiquier, jeu d'échecs, échiquier, Go, Goban. Alors, là, c'est un Goban petit. En réalité, ce Goban-là, c'est un Goban 9-9. Alors, on en a un 9-9, 13-13 et 19-19. En général, on commence par ça pour avoir des dispositions d'ordre tactique. Vous avez vos pierres. Donc, vous avez des pierres blanches et des pierres noires. Alors, au Go, en fait, ce sont les noirs qui jouent en premier. Voilà, donc ça c'est bien, parce que ça change, on a toujours l'habitude que les blancs jouent en premier. C'est un jeu qui se joue depuis 4000 ans. D'accord? C'est le record des jeux. 4000 ans, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc essayez d'imaginer les plus anciens que vous connaissiez, de matheux, de philosophes, de lettrés, etc. Ils auraient pu jouer exactement le même jeu que vous. Alors, sur ce Goban, vous avez des angles, et vous avez 5 points sur celui-là. Sur l'autre, vous en avez 9. C'est la disposition des Hoshi, donc ça s'appelle les étoiles. Et quand on joue, donc ça c'est très intéressant comme idée, au jeu de Go, on peut jouer avec un joueur qui est moins bon ou meilleur que lui. Donc c'est très bien pour les parents ou même les grands-parents avec les petits, que des fois vous faites un jeu, et pour vous c'est quand même pénible. Hein? Bon, après il faut faire semblant d'avoir perdu en plus. C'est-à-dire que ça nous gonfle. On joue. On se force, on fait semblant de perdre, et puis après vous avez le gamin qui dit « mais moi je l'ai battu, mamie ». En plus, voilà. Bon, je ne parle pas de maman, de toute façon. Alors, donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez contre un petit qui ne sait pas jouer, et bien vous faites un handicap 5. Parce que vous lui donnez 5 pierres, et vous jouez. Et là, je peux vous dire que même s'il est petit, c'est bien. Hein, c'est bien. Alors l'autre niveau, c'est 9, et c'est pour ça que les séparations de niveau au jeu de Go se font comme ça. Alors, je vous donne un exemple. Alors, il faut d'abord savoir comment les prendre. On les prend comme ça. Alors, évidemment, la première fois, ça fait un peu jeu de baguette. Hein. Bon, il faut savoir que ça vient de culture d'Extrême-Orient. Donc, eux, de toute façon, le riz, ils le prennent comme ça. Il n'y a pas de raison qu'ils prennent autrement. Alors, en réalité, c'est que si les pièces sont déjà disposées, c'est très facile de les disposer comme ça, sans toucher les autres. Alors que si vous la prenez comme ça, quand les autres sont placés, je vous donne des exemples, hein, parce que c'est quand même pas fait exprès. Quand c'est placé, il faut être quand même très habile pour pouvoir placer la sienne sans toucher les autres. Hein. Et puis vous ne devez pas la laisser non plus. Bon, alors, cette disposition-là, je vous montre. Alors, c'est assez surprenant. Je reviens à mes joueurs d'échecs. On joue sur les croisements et pas sur les cases. Ah, là, vous dites, oh là là, ça va être compliqué. Ça va être... Oui, c'est compliqué, c'est plus différent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur un jeu de Goban actuel classique, première pierre, vous avez 361 positions. Deuxième, 360. Au jeu d'échecs, vous avez 20 et 20. Hein? Vous avez les 16 de pion, et puis les 4 de cavalier. Là, par exemple, cette pierre est morte. Si j'enlève une pierre, là, je peux dire qu'elle est en position Atari. Alors, Atari, ça veut dire qu'elle est en danger. C'est-à-dire que si le blanc ne joue pas ça, elle est morte. D'accord? Donc, quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est de prendre des territoires ou de prendre des prisonniers. Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est intéressant, ça, sur le plan stratégique? Il faut savoir que la conquête du Pacifique par les Japonais a été basée sur le jeu de Go. D'accord? Et il a fallu aux Américains qui comprennent ce qu'ils font pour qu'ils arrivent à repasser dessus par d'autres techniques. Alors, cette pierre, vous voyez, elle a 4 degrés de liberté. Si vous la placez en l'angle, elle en a 2. Donc elle sera morte en 2 coups. Si elle est au bord, elle en a 3. Donc par exemple, un premier test qui est très bon pour le cerveau, c'est vous faites des dispositions de pierre, quelconque, hein, et vous demandez à l'autre qui est noir de combien de pierres il a besoin pour vous les prendre, sans les poser. C'est un très bon entraînement, ça. Ensuite, vous découvrez la notion d'œil et la notion de double. Et puis, il y a toute une série qui est très intéressante de phrases
par exemple, on vous dit les grands dragons ne meurent pas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire une grande disposition de pierre qui se tient, et bien ce n'est pas la peine de l'attaquer, elle vivra. Et là-dedans, on a des parties, exactement comme on a au jeu d'échecs avec les maths, on a ce qu'on appelle les tsumego. Alors les tsumego, ce sont des positions figées, où on vous demande, est-ce que les pierres blanches vivent ou meurent? Et vous devez trouver comment disposer les pierres qui suivent, par une série de coups forcés, ou comme ça, de dire de gagner. Alors si vous êtes sur du petit, comme ça c'est du petit, c'est très bien pour démarrer le jeu de Go, ça. Ça c'est assez tactique, d'accord? Donc rapidement, vous devez comprendre que certaines zones sont très importantes. Hein, et vous allez voir sur un Go-ban plus classique, en fait vous devez jouer dans ce triangle-là. Stratégiquement, c'est parce que c'est équivalent. Donc le noir joue par là, le blanc joue par là, puis après, ensuite on se dispose. Alors, pour vous donner une configuration, par exemple classique, celle-ci, hein, vous pouvez faire ce genre d'ouverture, par exemple. Et puis après, ça peut continuer, alors être plus virulent, parce que vous arrivez plus dans sa zone, être moins, être renforcé, être défensif. Alors, c'est assez intéressant, parce que le jeu de Go, qu'on n'a jamais vu, au départ, on se dit, qu'est-ce qu'ils font, hein? Alors, ça fait un peu quand le Français découvre le cricket. Hein. Il a gagné, bon, très bien. Il a perdu, ah, il a perdu, bon, d'accord. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout, hein, c'est comme pour le baseball. Bon, là c'est pareil, en fait, quand vous les voyez, donc vous voyez les gens qui font l'analyse, ils disent, oh là là, quel coup, mais il est où le coup, c'est qui avait pris, il parle. Et finalement, ce que je peux vous dire, par exemple là, c'est que cette zone-là, si elle est contrôlée bien par les Noirs, ça va créer en fait ce qu'on appelle un moyo, donc c'est un grand territoire. Après, c'est très difficile pour les Blancs de rentrer dedans. Ici, c'est pareil, il y en a un plus grand, mais on pourrait avoir le Noir qui pourrait rentrer plus facilement dedans. Donc ça, par exemple, ça c'est une position de fer, ils sont reliés, et il faut savoir que les diagonales ne comptent pas. Donc du point de vue des joueurs d'échecs, vous êtes en tour, vous n'êtes pas en fou, pas de fou. Ce qui fait que quand c'est en diagonale, ça c'est pas relié. Alors, pour vous préparer à ce jeu-là, c'est bien de faire le jeu X, H-E-X, qui a été inventé en partie par John Nash, donc un prix Nobel d'économie, mais aussi une médaille Fields en maths. Le jeu de X, en fait, se situe en réalité sur un losange qui est fabriqué avec des hexagones. Et vous devez mettre des pierres. Et en fait, vous voyez votre losange, ce bord-là a la même couleur que celui-là. Imaginez que ce soit ça plutôt le losange, d'accord? Donc même bord, et même bord, même bord. Et vous devez simplement vous amuser à mettre vos pierres de manière à passer d'un bord à l'autre. Donc c'est un jeu, en fait, on sait qu'il n'y a pas de partie nulle. Et ces dispositions-là vous permettent de dire que vous pouvez avoir un entraînement pour le jeu tactique au niveau de Go. Donc le X est très agréable, très simple, et ça vous permet de rentrer dans ce jeu-là. Maintenant, quand vous avez un vrai Go-ban, 19-19, c'est extrêmement stratégique, et surtout les premiers coups semblent pour des gens qui n'ont jamais fait du Go. D'ailleurs, en fait, on précise souvent, si vous êtes débutant en Go, ne pas regarder les parties des grands maîtres. Ne pas les regarder, même pas les regarder. C'est complètement différent, ils jouent à un autre niveau, ils jouent déjà depuis l'âge de 4 ans, et vous avez des écoles de Go, hein, dans ces 3 pays, qui sont des écoles de Go professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne passez pas par ces écoles, vous ne pouvez pas vous inscrire comme professionnel. Et les professionnels sont séparés par 9 niveaux. On est d'accord? Ça, c'est pour le Go. Alors, un autre jeu complètement différent. Vous connaissez tous le domino. Hein? Très bien. Donc là, c'est facile. Alors là, en fait, on vous a fait quoi? Un domino chromatique. C'est facile. Vous avez de nouveau les 28 pièces de domino, classique. Et puis vous les mettez en couleur. Alors pourquoi on a fait ce jeu-là? Donc ce jeu-là s'appelle Heraldo. C'est en réalité pour apprendre aux plus petits ou apprendre aux beaucoup plus grands qui ne peuvent plus comment jouer au domino sans compter. Vous voyez? Donc en fait, vous pouvez apprendre à jouer au domino avant même de savoir les chiffres, et évidemment même les points, parce que vous avez les couleurs, donc vous comprenez bien que si je fais ça, personne ne va être surpris, d'accord, hein? Très bien.
Alors évidemment, vous vous dites, mais pourquoi avoir fait ça? D'abord, en fait, on l'a fait pour les personnes qui ont du mal à voir. Donc les couleurs sont très vives, c'est très bien. Et donc pour les personnes très âgées, des fois, par exemple, dans certains centres, ils ne peuvent pas jouer au domino. Plutôt, ils ne peuvent plus jouer au domino. Et donc les gens se disent, bon, bah, c'est raté. Alors qu'en fait, on pourrait faire ça. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. Ce premier niveau, ces choix de couleurs peuvent vous paraître totalement arbitraires. Ils ne le sont pas du tout. Et c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui se passe ensuite. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est celui-là. Alors là, les premiers, je ne vous ai pas donné. Là, le Marielle va vous en donner, tiens. Alors, le second niveau, et puis vous, comme vous êtes français, ça sera plus simple pour comprendre ce qui n'est pas dit. Voilà. Et même pour madame, parce que je sens quand même qu'elle se dit pourquoi pas moi. Hein. Voilà. Voilà. Alors, vous allez vous rendre compte dans un premier temps que, en réalité, c'est de nouveau un jeu de domino, d'accord? Mais celui-là, vous êtes sensible, ce qui fait que vous pouvez jouer au domino en étant totalement aveugle. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, ça devrait vous rappeler que, par exemple, vos pièces d'euros, si vous les lisez sur la tranche, vous savez exactement ce que c'est. Donc si vous prenez vos pièces d'euros, vous les lisez sur la tranche, vous avez exactement cette configuration-là pour que les aveugles puissent le lire. Alors, pour l'instant, donc, quand vous les placez comme ça, vous vous dites, d'accord, on a compris, bon, ça doit être sans doute pour des personnes non-voyantes. En fait, c'est faux. Ce jeu a été inventé pour une autre raison. C'est pour apprendre l'héraldique. Oh, ça vous a surpris quand même, hein? Oui. Voilà. Bon, alors, en fait, c'est ce qu'on appelle blasonner. Très bien. Alors, ceux qui sont sensibles à l'héraldique, normalement, ils devraient savoir que ça, en fait, ça, c'est... Ah, on n'est pas au courant. Il n'y a pas fait d'héraldique. Il ne faut pas d'héraldique ici. Il faut en faire. Alors, vous n'avez pas à réviser. Bon, très bien. Alors, la problématique est la suivante. En héraldique, soit on utilise des couleurs, quand on a le droit des couleurs, mais les couleurs, pour madame, qui va être surprise, je vois, quand on est sur un mur qui est taillé, on fait quoi pour les couleurs? Eh bien, on les taille comme ça. Vous voyez? Alors, en réalité, là, en fait, vous avez l'or. Ça, c'est l'or. Ça, c'est l'argent. Alors, en héraldique, vous savez, on n'utilise pas on dit pas blanc et jaune. On dit or et argent. Pour le bleu, azur, très bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Alors, le bleu sera celui-là. Les lignes sont horizontales. Si les lignes sont verticales, c'est de gueule. D'accord? Le rouge. Voilà, donc ça vous permet en plus d'apprendre le vocabulaire. En fait, ça, en héraldique, c'est... Ça se dit pas le noir. Ça se dit sable. Ah. Non. Oui, c'est un langage particulier, mais enfin, ça s'appelle un langage français. Voilà. Donc le langage français, à l'époque, était utilisé, et quand vous blasonnez, c'est-à-dire que quand vous lisez un blason, vous le lisez de derrière devant. Donc vous regardez son fond, ce qu'on appelle les métaux, on a les émaux, etc. Vous regardez son fond, vous regardez par exemple s'il est cartelé, hein, s'il est coupé, etc. Et puis après vous remontez sur les figures. Et au fur et à mesure que vous remontez sur les figures, vous devez les lire. Le problème, c'est que la première fois que vous voyez un blason sur un château, là systématiquement, eh bien vous ne savez pas le lire. Et vous ne savez pas le lire parce qu'il est écrit comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un jeu où la personne, une des personnes a ça, et l'autre a ça. Et pour jouer l'un avec l'autre, il faut qu'ils trouvent la même couleur. Alors au début ça calme hein, quand même, parce qu'on se dit, alors, souvent les enfants ils se disent, moi je veux les couleurs. Hein. Mais en fait ils ne comprennent pas que celui qui a les couleurs, il faut qu'il les place avec l'autre qui ne les a pas. Donc le problème est totalement symétrique. Et après vous changez. Alors quelle est l'idée donc en fait? C'est que on apprend, donc par exemple, ça peut être un code simple, hein. Si je vous dis que c'est quoi la couleur ça? C'est quoi comme couleur? Attends, je vous l'ai dit. C'est azur. Azur, on est d'accord. Voilà, gueule. Sable. Vous voyez? Donc en fait, même avec les mains, vous pouvez leur apprendre certaines choses, et après, bah, ils connaissent. D'accord? Donc après, vous avez la notion de pourpre, etc. Et ça vous donne en fait le codage. Donc là, vous découvrez maintenant que ces couleurs qui ont été choisies là,
elles n'ont pas du tout été choisies au hasard. Elles ont été choisies pour que le codage visuel, quand on les déplace, ça ne change pas. Par exemple, si vous avez le vert en fait il se fait en diagonale. Mais si vous lisez la diagonale à l'envers, elle se met de l'autre côté. En héraldique, c'est deux couleurs différentes. Si on avait placé cette couleur-là, la personne ne saurait pas si on la lit comme ça ou comme ça. Donc en fait, les héraldos se lisent horizontalement. Et donc ça vous permet de dire, par exemple, que ici, vous avez gueule azur, donc rouge, bleu, et ça vous permet de le placer. Ce qui fait que de façon très agréable, vous apprenez les premières couleurs, et l'avantage, c'est que vous pouvez ensuite lire un blason, même sur un mur de château fort, alors qu'évidemment, personne n'est allé le peindre. Donc, et c'est exactement pareil pour ceux d'entre vous qui ont des familles d'origine noble. Vous avez certaines chevalières, hein, bien vos chevalières, elles sont codées comme ça. Ce qui fait que quand vous faites couler votre cire et vous avez le tampon, quand vous l'enlevez votre seau, bien ce que vous voyez en fait c'est simplement la même couleur, parce que tout est rouge. Mais grâce à ça, vous savez en fait quel est le blason de la famille. C'est la même idée. Ce qui fait que vous avez donc un jeu, bon, je répète, au départ de dominos simples, hein, un domino même simple aussi, plus complexe, mais en tout cas qui permet de faire jouer à des personnes même qui sont capables de lire du braille. Et puis vous avez la combinaison des deux qui vous permet de jouer de façon plus complexe pour apprendre un autre vocabulaire par ailleurs, et ensuite un autre comportement au niveau cérébral. Alors ce qui est intéressant du point de vue cérébral, c'est que ça c'est totalement visuel, là c'est chromatique. Ce n'est pas exactement la même partie du cerveau qui gère les deux. Ce qui fait que quand vous jouez comme ça, et que vous devez placer la pièce comme ça, en fait vous jouez avec deux parties de vos cerveaux. Ce qui fait que ça l'active encore plus, plutôt que de rester dans un coin. Hein. Parce qu'on sait maintenant que pour lutter contre des maladies dégénératives cérébrales, c'est très important d'avoir une grande diversité de son activité et d'avoir ce qu'on appelle maintenant une vision holistique. Alors une vision holistique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs parties qui traitent le même problème et donc on a une autre vision. Alors ça c'est intéressant parce que par exemple, si vous le mettez comme ça, ou alors encore pire, comme ça, la première fois que le voit un enfant, il faut qu'il réfléchisse quand même. Hein. Il dit c'est bon là, je veux dire, j'ai le droit de jouer comme ça. Vous dites bah oui c'est bon comme ça. Alors ça c'est intéressant, donc ça c'est plutôt pédagogique, hein, vous voyez, parce que c'est au bord aussi. Donc normalement si on veut jouer sérieusement, c'est juste la face de devant, hein, comme ici. Donc vous les placez pareil, hein. Vous les placez pareil, et puis après vous avez les mêmes techniques combinatoires du genre, moi j'ai ça, on a joué ça, donc l'autre a ça. Ce qui fait que vous pouvez être vite agaçant si vous êtes fort, puisque vous bloquez l'autre, parce que vous lui imposez des trucs qu'il ne peut pas mettre, hein, comme au jeu de domino classique. Mais là, ce qu'on a fait, dans un premier temps, c'est que si vous jouez avec l'ensemble de ces pièces, et l'ensemble de ces pièces, pour des enfants ou des personnes très âgées, vous pouvez les placer toutes. D'accord ? Donc ça veut dire quand même que 2 fois 28 pièces vont se placer, avec des configurations que vous ne pouvez pas prévoir au départ, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez jouer plusieurs fois, et ça vous permet de dire, de demander à l'autre, c'est quoi cette couleur? Et des fois, ce qui est intéressant, c'est que vous lui montrez donc cette couleur, et il vous dit c'est celle-là. Ça, si vous avez des enfants qui font ça devant vous, c'est très énervant. D'accord? Parce que l'un lui dit, ben, il va dire bleu, non? Et il vous montre celle-là. Et vous dites, non seulement il sait, mais en plus il ne veut pas le dire. D'accord. Donc vous avez plusieurs niveaux de ce genre, et ça peut être intéressant d'imaginer aussi, même des grands-parents jouant avec leurs petits-enfants, de faire quelque chose qui soit intéressant pour les deux. C'est rare de trouver quelque chose d'intéressant pour les deux, avec une très grande différence d'âge. Donc, ça c'était un premier point de vue que je voulais avoir avec vous, pour vous rendre compte que ça vous donne certaines techniques. Par exemple, vous voyez le lambda puzzle que je vous ai montré, donc là je reprends un peu tour à tour ce qu'on a vu. Vous allez vous rendre compte que pour trouver la solution sur la partie difficile, il est préférable de sortir de la boîte. Donc vous mettez dans une configuration plus ouverte, on dit qu'on augmente le degré de liberté, après vous les resserrez comme vous pouvez, et puis d'un seul coup vous vous rendez compte que là c'est super serré, vous le prenez, ça rentre dans la boîte directement. Donc si vous restez dans la boîte et vous faites vos torsions là,
eh bien ça ne marche pas. Donc c'est assez intéressant parce que ça revient à dire, vous vous rappelez qu'on dit souvent à la française out of the box, hein, vous savez, hein, c'est qu'en fait il faut réfléchir en dehors de la boîte pour rentrer dedans. Bon, eh bien ce genre de technique c'est pareil aussi pour le cube comme on a vu, c'est pareil pour le tangram. Ah, je vous avais promis. Alors le tangram, normalement je pourrais vous le faire, que ça soit enfermé, mais bon ça sera pas très impressionnant. Donc vous le placez de cette façon-là. Attention, là je vous donne le cours pour le faire en aveugle. Donc grand triangle, carré, sur la jonction des deux. D'accord? Petit triangle sur le bord, petit triangle interne, chapeau, et vous voyez ça? Alors ça va se placer comme ça. Et là d'un seul coup, vous voyez que c'est très agréable, qu'il y a bien un carré. Alors ça, par exemple, vous pouvez le faire avec les yeux fermés. D'accord? Oui, vous n'avez pas besoin de vos lunettes. Très bien. Je répète donc, yeux fermés, vous prenez les grands triangles qui sont du petit côté, vous prenez le carré. Ah, je vois qu'il y en a qui suivent l'algorithmique très bien. Il faut toujours savoir que l'une des mains tient la partie faite, et celle, si vous êtes droitier ou gaucher, vous le ramenez. Après, donc, vous tenez là. Parce que, évidemment, l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire ça. Vous voyez, parce que c'est vous déplacer. Donc, en fait, il faut fixer, et à chaque fois, vous fixez, vous ramenez. Donc, en fixant et en ramenant, vous allez vous dire, ça doit être faisable. Alors, pour d'autres configurations, c'est un peu plus complexe, mais c'est en tout cas faisable. Alors, je vous donne un exemple aussi, je n'enlève pas le stomachios. Alors, donc pour des configurations, pour vous dire, comme c'est quand même vraiment intéressant du point de vue cérébral, vous les prenez, vous les mettez comme ça. Vous dites, voilà, c'est 4 fois la même chose, très bien. C'est vrai que c'est 4 fois la même chose. Bon. Maintenant, vous dites, est-ce qu'il y a une configuration que je pourrais faire de façon à que ça soit symétrique d'ordre 4? Donc je fais ça et je prends une rotation. C'est bien, cette table glisse énormément. Bien, très bien. Je fais exprès de faire la symétrie pour vous rendre compte que... Voilà. Vous voyez? Bon, c'est sympathique ça, non? Très bien. Comment c'est pas ce qu'on veut? Tu paries combien? Pour rien roule. Vous pouvez nous montrer? Bien sûr, je ne vais pas le cacher. Voilà. On a pas cette démarche. Ah, bah voilà. Voilà quelqu'un qui avoue la vérité. Alors que. Hein, bon. On cherche carré. Très bien, on cherche carré. Alors finalement, je vois une qui s'inspire. Là, maintenant, elle se dit, alors, si c'est comme ça, je vais le faire de l'autre côté. Alors là, c'est pareil. Vous voyez par exemple que ça, c'est du Pythagore caché. Bon, Pythagore, c'est pas une insulte, hein, on est d'accord, je vous refaire la tête là. Voilà, très bien. Alors en fait, maintenant, je garde cette configuration-là, et maintenant je me mets dans une configuration où je me dis, c'est long ça quand même. Ça c'est long. Alors je me dis, bah tiens, la partie longue, je vais la mettre à l'intérieur. D'accord? Alors je vais la mettre à l'intérieur, dans un premier temps, ça ne va pas vous impressionner, hein, on est d'accord. Très bien. Vous vous dites, mais bon, ben là c'est pourri. Hein. D'accord? Donc on peut la refaire. Donc on peut faire la partie longue ou pas. Hein? On peut faire comme ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne voyez pas? Vous voyez les configurations qu'on voit là ou pas? Non, enfin on les voit, mais le but... Ok. Je refais. Donc Faut pas que ça fasse cours de précipitation, parce que je vois que madame... Oui, non, mais on n'est pas obligé de faire un carré, quoi. Non, on peut faire n'importe quelle image. Ça rentre dans le... Ça en a déjà parlé. Ah, que ça rentre, mais je croyais qu'il fallait quand ça rentre que ce soit comblé, quoi, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, donc, Non, on va l'enlever cette idée, parce qu'apparemment il y a une persistance là-dessus. Ah oui. Non, Ah, bon, non, très bien. Voilà, je recommence. Hein, mon explication, naturellement, je repars sur mes... Hein, on est d'accord? Je refais ma configuration. On est d'accord là, c'est bon? Oui, oui, Très bien. j'ai compris, hein, je croyais... Ah mais c'est pas pour vous là que je dis. Hein. Ah bon? Ne vous énervez pas, d'accord? Bon, très bien. Non, mais c'était pour pas faire perdre le temps aux autres. Mais je suis venu là pour perdre mon temps. C'est la seule façon. Mais si, c'est comme ça. Je m'explique.
pour avoir des relations humaines, il faut perdre son temps. C'est seulement comme ça, en fait, qu'on peut apprendre les autres, voir les autres, etc. Nous, avec Georges, ça fait longtemps qu'on perd notre temps à se voir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'en fait, on devient plus humain, c'est tout. Donc, je reviens à mes moutons. Maintenant, je fais cette configuration-là, vous voyez? Et je les tourne comme ça. Vous voyez? Bon, ça a l'air d'avoir fait la même chose. Mais ça, c'est quand même vachement compact. Hein. Peut-être tenir dans le petit, là. Le petit. Non, ça peut tenir. Alors, Peut-être. Petit carré. Toujours entre un des Voilà, alors vous voyez que même celui qui est bien rempli, il ne peut pas tout remplir, parce qu'évidemment, Pythagore ne peut pas tout faire. Alors, donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est que là, maintenant, vous avez une configuration pour faire, c'est vous rendre compte, quelque chose qui est quand même naturel, c'est que comme les 4 morceaux sont totalement identiques, et que le carré est lui-même identique, c'est assez naturel pour des gens qui sont plus scientifiques de penser à une symétrie d'ordre 4. Mais la symétrie d'ordre 4 ne doit pas forcément se faire là-dessus. Et c'est ça le truc un peu, parce que des fois ça énerve même les matheux, qui le placent, qui disent, il y en a même qui m'ont dit c'est infaisable. Infaisable, c'est-à-dire qu'ils pouvaient le démontrer. Alors évidemment après ils le voient, ils disent oui, bah, c'est pas ce que j'avais compris. Bon, de toute façon. Alors, une autre possibilité aussi, c'est de mettre des configurations fixées, figées, et vous demandez à la personne de trouver la même. Donc là, vous voyez, c'est pas la même. Donc vous le mélangez et vous lui dites, c'est bon, vous vous en rappelez maintenant? Je vais le mélanger, attention. D'accord. Et là, ah oui, maintenant vous vous concentrez, je vois. Voilà. Au début, vous ne faites pas attention, maintenant je vous dis, je vais mélanger. Donc vous voyez les configurations. Alors, quand vous les faites, ces configurations-là, vous allez vous rendre compte, par exemple, si je fais une configuration relativement symétrique comme celle là-dessus, que si je ne prends pas du bon côté, je ne fais pas la même chose. Si je fais la même chose, ça a l'air d'être très compact. Le problème, c'est que quand je vais placer à côté, je vais avoir 2 pieds. Alors là, par exemple, on pourrait vous dire, est-ce que ça rentre? Peut-être en Oui, enfin, c'est facile, ça. Je veux dire, si vous faites peut-être. Alors, est-ce que je vais le mettre? En fait, alors, est-ce que c'est faisable, ça? Ah, vous voyez, en fait, finalement, avec très peu, vous voyez, parce que ça a l'air d'être quasiment bon, hein. Alors, le problème, c'est que, est-ce que ça peut être retourné? Bah, c'est encore pire. Donc là, vous allez vous rendre compte que certaines configurations sont faisables, d'autres pas, mais n'oubliez pas que même avec ces lambda, vous pouvez faire des configurations fixées et vous dire, refais-la. Et ça, c'est très très bon pour le cerveau, parce qu'en fait, il analyse la figure totale, il la copie, mais comme elle est segmentée en 4, il faut qu'il la recompose. Et ça, je peux vous dire que ça vous fait faire une évolution cérébrale. Alors, il faut vous rendre compte de ce que je vous ai présenté, c'est que comme c'est des jeux que vous ne connaissez pas, forcément, ou même pas du tout, eh bien, votre cerveau, il est obligé de créer de nouvelles synapses. Donc, au lieu de vous dire sans arrêt comment faire pour conserver mes neurones et mes synapses, pensez qu'en faisant quelque chose de totalement différent, vous en créez de nouvelles. Donc, vous renforcez votre activité cérébrale, pas forcément en conservant votre fonctionnalité cérébrale telle qu'elle, et en essayant de la sauvegarder, mais en faisant des nouvelles configurations qui, elles, vont renforcer celles qui sont existantes. Donc il faut varier finalement. Éviter la routine. Si on fait toujours le même jeu. Voilà, c'est pour ça que je vous ai présenté, on en avait parlé avec Georges, l'idée c'était pas de venir avec un jeu d'échecs et de dire on va faire 40 expériences, mais ce que je veux dire c'est que si vous prenez chacun d'entre eux, et dans chacun d'entre eux vous faites 10 exercices, je peux vous dire d'abord, ça vous fait une centaine d'exercices, je peux vous dire que votre cerveau il va en faire des synapses. Alors donc ça c'est très important parce que avant, on avait l'impression, surtout au niveau, je parle au niveau médical, on avait l'impression que ce qui était important, c'est que la personne, ce qu'elle savait faire, il fallait continuer à lui faire faire la même chose pour qu'elle garde. En fait, c'est faux. Il faut lui faire faire plein de choses différentes pour qu'elle garde ce qu'elle savait faire. Et donc ça, c'est une autre approche. Donc si vous voulez, pour vous en rappeler,
c'est exactement comme la technique de Da Vinci. Léonard de Vinci, quand il voulait faire du blanc sur un visage, il mettait du noir à l'extérieur. Chiaroscuro. Hein? Donc parce qu'il s'est rendu compte qu'en faisant du noir à l'extérieur, le blanc prenait du volume, ressortait, et c'était bien mieux que de simplement mettre du blanc. Parce que si vous mettez du blanc en peinture, ça écrase. Donc pour un visage, c'est très mauvais. Bon. Eh bien, ce genre de technique, en gros, c'est de se dire, on a des objets relativement simples, que le cerveau, il n'a pas besoin de faire du calcul infinitésimal pour comprendre ce que c'est. C'est des règles faciles, c'est une combinatoire complexe, ce qui fait qu'il y a beaucoup de configurations possibles. Donc en fait, votre cerveau, il ne peut pas se... Même Georges, par exemple, même Georges, qui a fait le cube, si je le mélange, juste en faisant une erreur sur un, eh bien, il ne pourra pas forcément trouver ce cube. Mais il faut vous rappeler, vous rappelez quand je vous l'avais ouvert au départ, quand il était fait. Parce que moi, je me rappelle ce genre de truc. Bon, quand je l'avais ouvert, il ne s'ouvrait pas comme ça. C'est-à-dire que la solution de Georges n'est pas la même que celle que je vous ai montrée. Il y en a plusieurs de solutions. Et donc, c'est assez intéressant pour monsieur qui voulait transcrire, quand vous avez une solution, ouvrez-la et photographiez-la. Parce que si c'est final, vous dites, voilà, j'ai refait un cube. Non, non, parce qu'en fait, le cube peut être différent. Et en fait, vous voyez, si je l'ouvre comme ça, vous paraît plus simple. Là. Hein, en fait, il a résolu deux objets, donc une sorte d'angle, vous voyez, qui se goupillent. D'accord? Mais c'est parce que je l'ai ouvert de ce côté. Maintenant, si je fais une rotation, sans faire tout tomber, bien, vous allez vous rendre compte que l'ouverture n'est plus la même. Là, j'ai une difficulté. Vous voyez? Alors que c'était le même objet. Eh bien, ça, il faut vous rendre compte que le cerveau le gère. Donc, je finis en disant, cette conférence, que votre cerveau est plus intelligent que ce que vous pensez. Si vous le pensez vraiment, vous allez l'activer et il va utiliser son intelligence. Si vous trouvez qu'il est quand même un peu bête, mon cerveau, ben vous dites, bon, ben, j'y arriverai pas. Alors finalement, vous finissez par le convaincre. Alors il se dit, bah oui, j'y arriverai pas. Voilà. Souvent, en fait, on a un mauvais coach de soi-même. Si on a un bon esprit d'observation, oui. On fait travailler. Bien sûr, bien sûr. Mais le bon esprit d'observation, il est statique. Statique, oui. Voilà. Donc, et quelle est la différence? C'est que là, vous avez un bon esprit d'observation, on est d'accord. Je vous le montre. Vous voyez bien comment ça se ferme. Bon, quand je vais le fermer, vraiment, vous allez vous rendre compte de quoi? C'est que si je le dispose différemment, votre esprit d'observation, il va avoir du mal à retrouver ce que vous venez de voir. On est d'accord? C'est pas un truc de magie, on est d'accord. Donc là, je me suis remis, parce que comme j'ai encore tourné, je me suis remis dans la solution, évidemment, de Georges. C'est toutes des solutions de Georges, mais celle-là, elle est plus simple. Ce qui fait que, pour travailler pour monsieur, on se dit, ok, alors qu'est-ce qu'il a fait là? Il a pris un tridimensionnel, un autre tridimensionnel, et il a fait une fermeture en T. Bon, bah, quand vous l'analysez comme ça, et vous le dites, parce qu'apparemment c'est des gens de langage, vous dites, bon, bah, ça c'est bon, ça fait un fauteuil. Maintenant, c'est avec dossier. Alors là, dans le dossier, vous allez vous rendre compte que la pièce maîtresse, c'est celle-là, qui est un dossier. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que cette pièce maîtresse ne tient pas. Alors je vous donne un autre exemple de jeu. Vous mettez les pièces et vous devez les mettre l'une sur l'autre sans que ça tombe. Jusqu'à quelle hauteur vous montez? Par exemple cette pièce-là. Ah, alors cette pièce-là, vous avez une autre configuration, c'est que vous pouvez la mettre comme ça. Voilà, il suffit que ça tienne. Voilà. Bon. Bon, ça tient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça tiendrait mieux que ça tient. Tu pourras mettre plus de choses dessus, pour monter plus haut, parce que là, ça va être bloqué. Bon, d'accord. Alors, mais tu oublies que ce que je vais mettre sera aussi en décalage. C'est vrai. Donc je pourrais suivre ton conseil en méta-conseil et le placer après. D'accord. Bon, donc en fait, ça pourrait remettre en cause ce que tu dis, alors que ça marche. Très bien. Donc tu t'énerves pas, là, je suis ce que tu fais. Bon. Alors, je reviens.
pendant que vous faites ça, en fait, il faut vous rendre compte, là il était un peu inquiet, j'ai bien vu, mais ce qui est important, c'est qu'au moment où vous le placez, vous sentez s'il bouge. Donc ce qui est le plus intéressant, c'est d'imaginer que vous faisiez ça sans le voir. Là, il a dit un oui différent, vous les avez remarqué. Là, du genre, oui, d'accord. Bon. Alors, si vous regardez ça, là, vous dites, est-ce que ça va tomber? Si ça tombe, vous décalez. Si ça décale de l'autre côté, là, ça peut tomber, ça marche. Bon, donc là, on est relativement content. Bon, je change maintenant. Et je vous montre la chose suivante. Ça, par exemple, je pourrais le placer comme ça. Voilà. Alors, c'est assez intéressant. Si j'ai fait ça, pour ceux qui voient un peu, en réalité, je peux le placer de façon à ce que ça soit plus haut. Alors pourquoi pour que ça soit plus haut? Parce qu'en réalité, là, j'ai gagné tout un triangle. Hein, je vous remontre. Si je joue là, je suis en bas. Si je joue sur le demi, je gagne un morceau de triangle. Vous voyez le morceau de triangle là? Si je le mets donc maintenant sur sa partie totale, je peux le mettre plus haut. Ce qui fait qu'avec cette pièce-là, vous montez un tout petit peu plus haut que la personne qui se dit bah, c'est bon, j'ai fait le top. Parce qu'en fait, elle est en déséquilibre. Donc il faut imaginer aussi que sans ensemble de pièces, c'est très important sur le plan de l'équilibre. Donc vous pouvez vous amuser à jouer à ça, et vous allez vous rendre compte que votre cerveau, quand vous le placez comme ça, il vous dit tourne. C'est comme si vous disiez à vous, non mais tu vois bien que ça va tomber là. Et vous dites, bon d'accord, je tourne alors. Je le laisse pas, je le laisse. Tiens, ça marche. Vous voyez? Donc là, par exemple, celui-là, on ne peut pas le placer comme ça. D'accord? Si vous le placez à l'envers, c'est bon. Le problème, c'est que vous gagnez une hauteur 2. Ok? Donc, c'est pas gênant. Donc, vous le placez. Maintenant, si je le mets de l'autre côté, là, Georges, il va être content. Voilà. Georges, en fait, il a une vision barycentrique de la réalité. Il voit bien que ça tombe trop. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Si vous prenez l'ensemble des cubes et les placez, donc, vous pouvez monter à 1,60 m. Wow. Oui. Bien sûr, vers 1,60 m, ça commence à faire comme ça sur chaque point. Donc il faut bien être à plusieurs, les tenir, le poser et se dire, si je souffle, c'est bon. Si vous soufflez que c'est pas bon, quand vous allez lâcher, ça sera pas bon. Voilà. Parce qu'en fait, des fois, il se place, à 1,60 déjà, vers autour de 1,50, ça se place. Vous dites, c'est bon, vous faites comme ça, vous faites un courant d'air avec votre main, et bon. Voilà. Donc, c'était des exemples pour vous donner que vous pouvez faire d'autres configurations même avec ce jeu et réaliser que votre cerveau, avec ses différentes fonctionnalités, est capable d'être plus performant. Ce qui veut dire que si je vous avais fait ça il y a 10 ans, vous seriez autre. Le problème, c'est est-ce que vous allez les utiliser pour après? Voilà, au lieu de vous dire simplement, bon là, bah, moi je suis âgé et puis ça suffit quoi. Hein, on va pas me gonfler avec des trucs comme ça. En réalité, on peut vous gonfler longtemps, d'abord parce que la carcasse humaine est faite pour durer 120 ans. Oui, 120 ans. Après 120 ans, on commence à avoir vraiment un problème global. Mais bon, après, on ne s'en rend même plus compte. Hein, mais ce qui est important, c'est de vous dire que votre activité corporelle, elle est bien plus loin que votre activité cérébrale. Ce qui fait que si vous poussez votre activité cérébrale, vous auriez une activité corporelle plus efficace. Alors qu'au fur et à mesure, vous dites, bon, bah, je suis agile pour faire ça, les étages 2 à 2, les escaliers, etc. Et en réalité, ça fonctionne très bien. Et là, la puissance en fait, du cerveau, c'est que le cerveau, il est capable d'activer des zones sans que vous fassiez un mouvement. C'est pour ça que dans les sports, même au niveau professionnel, on leur fait faire des exercices statiques, où ils pensent, puis, par exemple sur un slalom de ski, ils pensent qu'ils font les portes, et en fait ils les font, ils calculent, et quand on les met vraiment sur des skis, ils vont plus vite que s'ils n'avaient pas fait ça avant. Voilà, donc c'est des techniques qu'on connaît, hein, qui en utilisent bien, et même sur le plan cérébral. Autre approche, si vous voulez vous concentrer pour résoudre un problème, c'est bien d'avoir ce type de jeu. Ça crée ce qu'on appelle le vide. Hein.
En réalité, vous vous concentrez que sur ça, et puis après, quand votre cerveau il est échauffé, et vous passez sur le problème que vous voulez faire vraiment. Des fois, quand vous devez résoudre un problème même de la vie quotidienne, hein, oui, bon, moi, ça va, je ne sais pas faire, comment ça va faire, etc. Vous faites un de ces jeux, puis d'un seul coup, vous trouvez la solution, vous dites, mais comment ça se fait, je ne m'intéressais pas à ça. C'est exactement les techniques qu'on a au niveau cérébral. On sait que si le cerveau s'occupe d'autre chose, ça ne veut pas dire que sa partie antérieure ne s'occupe pas du problème. Et donc, il est aidé par la nouvelle activité, et d'un seul coup, vous retrouvez la solution, et vous vous dites, mais je ne réfléchissais pas à ça. En fait, c'est faux. Votre cerveau, il a continué à réfléchir à ça, mais sur une harmonique, c'est-à-dire plus bas. La dominante est devenue le nouveau problème. Et des fois, la dominante, comme elle influence l'harmonique, elle permet de résoudre le problème de façon latérale. C'est ce qu'on appelle par exemple de la pensée latérale. On est d'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes bien, vous allez en forme. Moi, j'ai trouvé ça bien.